Donc recette de test, toute l'idée va être de parler de comment on va réussir à avoir des tests qui vont être agréables à garder sur le long terme pour ne pas se retrouver avec des tests qui échouent quand on va modifier le code. Donc je vais vous partager quelques recettes euh, pour permettre ça. En général, quand on commence un projet, on est plutôt partant pour se dire cette fois on fait de la qualité, ça va bien se passer. Sauf que sur tous nos projets précédents, on s'est dit on a arrêté de faire nos tests, donc on n'a jamais réellement appris à faire des tests, on les a jamais vraiment vus échouer. Ce qui se passe, c'est que quand on écrit énormément de tests, au bout d'un moment, on se retrouve un peu captif de ceux-ci. S'ils échouent en permanence, donc au bout d'un moment, en fait, nos tests vont nous faire perdre plus de temps qu'ils nous en font gagner, et on va se décider d'arrêter de les faire tourner, on va virer le CI, et finalement, on aura perdu énormément de temps à créer des tests qu'on n'utilise plus, auxquels on ne fait plus confiance. Qui je suis pour vous parler de tout ça? Je m'appelle Charles Deneuf, je travaille chez Evaneos, justement, on recrute, je vais le dire, le chef il a dit. Je suis Selragdé sur Twitter. Et Evaneos, qu'est-ce que c'est? C'est une marketplace de voyage. Donc on met en relation des internautes avec des agences de voyage locales. Ce qui tombe bien parce que j'aime bien voyager. Et j'aime aussi beaucoup manger. Et j'aime bien faire à manger. Et donc du coup, on va parler de bouffe pendant les 40 prochaines minutes, en plus de parler de tests. Donc j'espère que vous n'avez pas encore faim, parce que sinon ça risque d'être un peu long pour vous. Évidemment, je n'ai pas inventé grand-chose. J'ai lu énormément de bouquins sur tout ce qui était programmation objet, sur la documentation vivante, donc c'est l'idée de créer une documentation à partir de son code, sur le TDD, sur le legacy, tous ces sujets en fait qui s'entremêlent énormément. Et donc, du coup, je vous invite à lire ces bouquins qui sont des très bonnes sources d'inspiration et vous apprendrez énormément de trucs si vous ne les avez pas lus. Pourquoi on teste? Je pense que si je pose la question à peu près à main levée, enfin, comme ça, la réponse va être de dire on teste pour savoir si notre code fonctionne ou non. Donc effectivement, d'abord, un des premiers buts du test, c'est de découvrir des bugs dans nos programmes, savoir si le code s'exécute de la manière dont on l'avait prévu. Un autre but d'avoir des tests, c'est de permettre de refactorer. Donc refactorer, ça veut dire qu'on va essayer de modifier le design de son application sans en modifier le comportement. Si on modifie le comportement, c'est pas du refactoring. Et du coup, avec des tests, ça va nous permettre de savoir si on a modifié le comportement ou non. Si sans test, on est beaucoup plus à l'aveugle. Les tests nous permettent aussi de faire une documentation. Donc déjà, à travers les noms des tests, ça va nous permettre de savoir ce que fait notre système. Et c'est également aussi un premier point d'entrée pour un développeur pour voir comment s'utilise notre système. Donc ça va permettre de donner des exemples, de savoir comment utiliser le code qu'on a mis en place. Ça permet également de réfléchir à l'interface du système. L'idée, c'est que quand on développe, le test étant le premier, normalement, un des premiers clients, si on l'écrit pas trop tard, après l'écriture de notre code, ou juste avant, si on fait du TDD, les tests, du coup, sont les premiers clients de notre code, et on va pouvoir voir si notre interface, si notre système est facile à utiliser ou pas, s'il est clair, et s'il n'est pas extrêmement compliqué. Ça permet également de détecter des problèmes de design. On va voir en fait assez régulièrement qu'un test qui est compliqué à mettre en place est assez indicatif de problèmes de design. Si le test est compliqué à mettre en place, donc si le setup du test est extrêmement difficile, ça montre un problème de design. On le verra particulièrement avec l'utilisation des mocks, par exemple. On va chercher certaines qualités au niveau de nos tests afin de pouvoir permettre de faire toutes ces actions, de pouvoir avoir tous ces retours sur investissement à partir de nos tests. Déjà, on va vouloir qu'ils soient indépendants de l'implémentation. Donc ça, c'est particulièrement vrai dans le but de refactorer. Si nos tests sont extrêmement couplés à notre implémentation, du coup, on va se retrouver à avoir nos tests qui échouent dès qu'on va toucher notre code, alors que ce n'est pas le but. Normalement, nos tests devraient continuer de tourner quand on modifie le design de notre application, si on a le même comportement. On va vouloir justement décrire le comportement du système. Pourquoi ça? Parce que ça fait justement de la documentation. On va être en mesure de comprendre ce que fait notre système, ce qu'il est censé faire, et voir s'il le fait ou non. Et ça va nous permettre à terme de générer de la documentation. On va également vouloir que ça va faire, je sais pas. Est-ce qu'on échange? On échange. Est-ce que c'est bon? C'est pas mieux. Bon, on va vouloir un résultat prédictible. Pourquoi? Parce qu'on va on veut éviter que nos tests échouent de manière aléatoire, donc en fonction d'une période donnée, en fonction d'un nombre random. Donc on va vouloir que nos tests aient toujours le même résultat. À chaque fois qu'on va lancer notre suite de tests, on veut toujours que si le code n'a pas été modifié, ça se passe de la même manière. On veut également que nos tests soient extrêmement rapides. Comme nos tests sont indicateurs sur la manière dont on a travaillé et comment on avance, on va vouloir les lancer extrêmement souvent.
Et donc un test qui est extrêmement long, on va petit à petit décider de ne plus le faire tourner. Donc on va essayer de voir comment aussi rendre nos tests rapides. On veut qu'ils soient indépendants les uns des autres pour éviter que le résultat, la manière dont c'est exécuté un premier test, influe sur un test suivant. Et on veut également qu'ils soient simples à mettre en place parce que c'est bien sympa de faire des tests, mais il ne faut pas non plus que ça prenne tout notre temps. Et également parce que ça va un test compliqué à mettre en place indique un problème de design, donc on peut à ce moment-là se poser la question de savoir si on ne peut pas faire mieux, si notre test est trop compliqué à mettre en place. Pendant cette présentation, je vais utiliser PHP Unit, qui est le framework de test que vous connaissez sans doute à peu près tous. C'est la suite XUnit, donc c'est dispo dans tous les langages, ce qui fait que ce qu'on va dire dans cette présentation est à peu près vrai dans beaucoup de langages. Donc si vous ne faites pas que du PHP, ça peut vous servir ailleurs. Et Prophecy, qui est le framework de mock qui vient de PHP Spec au départ, qui est un autre framework de test, qui est extrêmement intéressant, et qui est maintenant disponible également avec PHP Unit. Dans la suite de la présentation, je vais prendre différents patterns que je vais vous présenter. Donc il y a ces patterns qui sont intéressants déjà de base. Et également, un autre point qui est important, c'est que je vais essayer de donner des petits indices, des petits tips en fait, de comment je réfléchis quand je fais mes tests, qui sont disséminés au travers de tous ces patterns. Ce n'est pas le pattern en lui-même, mais caché dans le pattern, on va voir quelques utilisations d'astuces, notamment pour améliorer la lisibilité. L'anatomie d'un test. Je pense que vous avez tous déjà vu une classe PHP Unit. Donc une classe PHP Unit, en fait, comment se passe un test? C'est une classe de test. C'est une classe voilà, qui contient des méthodes de test. Donc si on s'intéresse un peu plus près à la méthode de test, on voit que déjà on a une manière de décrire le comportement ici de notre système. Donc on va vouloir que le nom de notre test soit une description de notre système. On va éviter d'avoir un nom qui s'appelle test ABC ou test du nom de la méthode qu'on est en train de tester. Et donc on va vouloir ici par exemple dire que notre serveur annonce le plat du jour. Donc ça nous permet d'avoir quelque chose d'extrêmement descriptif. C'est une sorte, là, il faut voir le nom du test comme une spécification de notre système en fait. Il y a différentes manières d'utiliser PHP Unit pour créer ces noms de méthodes. Je vous les ai mis là. La dernière est assez marrante parce qu'on peut utiliser des espaces insécables, ce qui donne quelque chose d'extrêmement lisible. C'est pour les plus fous d'entre nous. On remarquera aussi que tous ces tests ici sont au présent et pas au conditionnel. Alors on va juste faire un petit peu d'anglais derrière, même si je sais que vous aimez pas trop ça a priori vu le nombre de gens. Mais l'intérêt en fait c'est d'essayer de voir nos tests comme de la potentielle documentation. Et donc en fait on veut savoir ce que fait notre objet et pas ce qu'il devrait faire. S'il le fait pas en fait c'est un échec pour nous, on doit travailler dans ce but-là. Alors c'est assez difficile je vais passer à l'anglais juste vite fait, ce sera plus simple pour expliquer la manière dont je réfléchis. Ce qui veut dire qu'en anglais, par exemple, parce que j'imagine vous écrivez plus de code en anglais qu'en français, là en fait on peut virer le mot should et passer direct sur une phrase au présent, l'indicatif. Assez souvent quand j'écris les tests, on a eu un débat quand j'ai présenté à mes collègues cette présentation, en fait je réfléchis en disant qu'est-ce que devrait faire mon objet. Et je me dis, bah ok, donc si c'est ce qu'il devrait faire, c'est ce qu'il doit faire, donc c'est ce qu'il fait finalement, donc c'est comme ça que je réfléchis. En général, je commence à réfléchir en me disant, it should something, et je finis par le virer petit à petit. Donc je le fais par étapes, mais à la fin, j'essaye de me retrouver sur cette phrase en français. Pourquoi ça? Parce que du coup, comme je le disais au départ, ça va permettre d'avoir quelque chose d'extrêmement lisible. Le serveur, il annonce le plat du jour. L'idée derrière tout ça, en fait, ça va être de pouvoir générer de la documentation. Sans rentrer dans des choses extrêmement compliquées, juste avec PHP Unit, on peut imaginer faire des choses à la main, parser les tests à la main, enfin avec un script. PHP Unit a une option qui s'appelle TestDocs qui va permettre de générer de la documentation sous forme de texte ou sous forme HTML. Et donc du coup, là, vous êtes capable d'avoir quelque chose qui décrit votre comportement métier, que vous pouvez passer aux personnes business de votre entreprise, pour qu'ils comprennent et qu'ils vous disent, bah ouais, c'est exactement ça que j'attends du système ou non. Donc on peut générer de la documentation. À l'intérieur des tests, à l'intérieur de la méthode de test, c'est ce que personnellement j'appelle l'exemple. Si on part du principe que le nom de notre méthode c'est la spécification, c'est une règle métier, à l'intérieur c'est un cas particulier qui illustre cette règle métier, donc c'est un exemple. Donc en fait on pourrait avoir plusieurs exemples différents. En l'occurrence on teste que le plat du jour est les gencives de porc, mais on pourrait très bien imaginer que c'est une
pizza margarita. Voilà. On retrouve aussi un truc important, c'est que dans les tests, dans notre exemple, on va essayer de retrouver le vocabulaire qu'on exprime ailleurs, ce qui va nous permettre de relier notre code avec le vocabulaire des tests, donc la documentation, donc le vocabulaire métier. Et donc de relier justement notre code au vocabulaire métier, de parler le même langage que les personnes métiers. Le premier pattern, c'est arrange acte assert. Donc l'idée de ce pattern, en fait, c'est d'avoir toujours quelque chose qui soit similaire dans chacun de nos tests. Un format qui soit reconnaissable immédiatement. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir un bloc arrange dans lequel on va en fait setter le monde dans lequel va s'exécuter notre test. Donc c'est là qu'on va créer nos mocks et créer l'objet qu'on va instancier. Donc c'est le point de départ de notre histoire. Après, on a la partie act. Donc le act, c'est la partie dans laquelle on va démarrer une action. Donc c'est cette partie-là qui va être le déclencheur de notre histoire, l'élément déclencheur. Et c'est le résultat de cette action qu'on va vouloir vérifier. Et la partie assert, dans laquelle on va s'assurer que tout s'est bien passé, en fonction de l'action précédente. Pour ceux qui font du BDD, on peut faire un parallèle assez fort entre le arrange acte assert et le given when then. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve, le given when then, c'est ce qu'on retrouve dans les scénarios Gherkin et qu'on utilise avec Biat en PHP. J'ai modifié un peu le test là pour montrer un problème de couplage. Ici, du coup, j'ai modifié le mock pour que la méthode quel est le plat du jour retourne des gencives de porc une seule fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va demander à notre serveur d'annoncer le menu, là, en l'occurrence, il va demander 2 fois quel est le plat du jour à la cuisine, parce qu'il a oublié. C'est pas la meilleure implémentation du monde, mais en fait, par rapport à ce qu'on veut faire, c'est une implémentation possible. Ou alors, comme le serveur travaille depuis très longtemps dans la cuisine et qu'il sait que le chef prépare tous les jours des gencives de porc, il arrête de demander et il ne demande plus à la cuisine. On peut imaginer que c'est du cache plutôt qu'un truc en dur. Et donc, du coup, ces 2 implémentations ont beau être correctes. Avec notre test, là, on voit qu'on a fait une assertion et donc notre test va échouer, alors que par rapport à ce qu'on voulait vérifier, ce code était parfaitement possible. Donc, il faut revenir sur le cas précédent, où notre serveur, où la cuisine est en mesure de toujours répondre au serveur de quel est le plat du jour. Là, on va faire une vérification un peu différente. Donc, on voit qu'on va se retrouver encore dans le pattern arrange acte assert. Donc là, on va décrire notre cuisine, une fois de plus, et notre serveur. On va dire à notre serveur qu'il reçoit une commande pour le plat du jour et on va vouloir s'assurer qu'il communique à la cuisine qu'il faut un plat du jour. Et on veut justement vérifier cette fois-ci que c'est fait une seule fois. Donc là, en l'occurrence, tout à l'heure, on utilisait un mock. Cette fois-ci, Prophecy nous permet également de faire des spies. Les spies, ce sont des objets qui vont recevoir l'ensemble des appels qui vont être effectués pendant le test et on va pouvoir vérifier quels sont les appels qui ont été faits à la fin. Ce qui veut dire ici que cette implémentation-là où le serveur ne transmet pas le plat du jour ne fonctionnera pas, ou cette implémentation-là où le serveur part un peu en vrille et demande 100 fois le plat du jour à la cuisine, et où on croulerait sous les gencives de porc, ne fonctionnera pas non plus. Donc notre test va échouer parce qu'on a voulu s'assurer que la commande à la cuisine serait passée qu'une seule fois. Et donc on n'a qu'une seule implémentation possible finalement, qui passe. En conclusion un peu de cette partie-là, juste si vous retenez que les mocks, on les retrouve dans la partie arrange et on va éviter d'indiquer des informations dessus, de faire des vérifications dessus. Et les spies, on les trouve dans la partie assert et c'est là qu'on va justement vouloir vérifier que quelque chose se passe bien. Je parlais de pizza margarita juste avant. Égalité des objets. Assez souvent, quand on regarde des suites de tests, quand quelqu'un veut vérifier qu'un objet est bien celui auquel on s'attend, on va utiliser les getters pour voir ses propriétés internes. En fait, ces tests-là posent un léger problème. Déjà, si on regarde, et ça c'est un des fameux petits tips, ce qu'on veut tester, là en l'occurrence, on veut regarder si notre pizzaiolo prépare bien une pizza margarita maison. Alors que si on dit à voix haute, ce que vérifie en fait notre test, en l'occurrence, on vérifie que la pizza préparée par notre pizzaiolo contient les ingrédients de la pizza margarita. Donc c'est pas du tout la même chose. En effet, si notre pizzaiolo a un peu envie de truander, on peut avoir une pizza surgelée qui contient une liste d'ingrédients. Et donc si un jour notre pizzaiolo est un peu pris de flemme, il peut se décider d'aller acheter des pizzas surgelées et de nous retourner une pizza surgelée margarita. En l'occurrence, notre test va passer, alors qu'on voulait une pizza margarita maison. Et on a une pizza surgelée. Donc c'est problématique. Le bon moyen de faire ce test, en fait, ça va être d'instancier une pizza maison avec les ingrédients de la margarita et de vérifier que notre pizzaiolo nous retourne bien cette pizza maison. Comme ça, on va bien avoir un match entre
les deux types d'objets. Ouais. Et du coup, oui, pardon. Et du coup, l'implémentation précédente aurait échoué. Et donc, ça va forcer notre pizzaiolo à faire tout le process pour nous faire une pizza margarita. Et en l'occurrence, ça va passer. L'autre intérêt, hop là, bon, bah, vous savez maintenant, c'est que vu qu'on n'utilise pas la méthode ingrédient dans nos tests, on peut la supprimer. Et moins il y a de getter, mieux c'est, personnellement, je trouve. Voilà. Je ne sais pas si vous aimez les endives. J'aime pas les endives cuites, mais j'aime bien les endives crues. Et donc c'est un test qui reflète ça. C'est très personnel. Et donc du coup on regarde qu'une endive de base elle est crue et une endive de base elle est bonne, une endive cuite elle est pas crue et elle est pas bonne. Si on s'intéresse un peu à ces tests, on va voir que le setup est toujours un peu le même, où on a, pour tout ce qui est les tests sur notre endive de base, on a une endive qui est créée au départ, et après une insertion qui est faite dessus, et pour nos endives cuites, on voit qu'on récupère une endive et ensuite qu'on la fait cuire. L'idée en fait, ça va être de faire une classe pour chacun des cas. Donc en fait, on va être capable de créer une classe de test pour l'endive de base, dans lequel on va, avec la méthode de setup de PHP-Init, créer notre endive et ensuite utiliser cette endive pour faire les assertions. Et de même pour les endives cuites. Quelle est l'idée derrière tout ça? C'est une fois de plus d'avoir de la documentation. Donc là, on a une endive de base est crue, une endive de base est bonne, et une endive cuite n'est pas crue, une endive cuite n'est pas bonne. Donc c'est extrêmement lisible. Il y a un truc qui nous chagrine quand même avec le coût de l'endive de base. Donc là, on va voir comment les tests peuvent nous permettre d'avoir un retour sur notre implémentation, sur l'interface de notre système. C'est qu'une endive de base, c'est un mot extrêmement curieux. Donc si on s'intéresse un peu à la différence entre notre endive de base et notre endive cuite, bah, la différence, c'est qu'il y en a une qui est cuite. Donc on peut se dire, donc notre endive de base, est-ce que ce ne serait pas une endive crue? Donc là, on peut challenger un peu le métier, leur dire, endive de base, c'est nul comme nom. Ils vont sans doute nous dire oui. Ils vont me dire, bah, va pour une endive crue. Et donc, on va pouvoir nous renommer ici endive crue. Et bah, là, on va une fois de plus retrouver un mismatch entre endive crue et notre endive. Et on va pouvoir se dire, bah, comment je peux améliorer tout ça? L'idée pour améliorer tout ça, ça peut être d'introduire un constructeur nommé. Donc plutôt que d'utiliser le constructeur fourni par le langage, on va fournir une factory statique pour retourner une endive qu'on va appeler crue, ce qui va nous permettre après d'avoir notre endive crue et d'avoir un match entre le vocabulaire, donc le vocabulaire métier et le vocabulaire qu'on utilise dans notre code. Je vais vous montrer comment les mocks ont fait qu'un jour, je n'ai pas mangé mon gratin. Alors que je pensais que j'allais le manger. Un gratin, quand on le cuit au four pendant une certaine durée, ça nous donne un gratin croustillant. En l'occurrence, là, on a un gratin, on a un réalistisque. Et si on cuit notre gratin avec notre réalistisque pendant 50 minutes, on a un gratin croustillant. Donc c'est ce qu'on veut vérifier. Petit tips, pour la lisibilité, utiliser des constants dans les tests, c'est assez cool. C'est beaucoup mieux qu'un 50 x 60 en l'occurrence. Donc, utilisez des constantes dans vos tests. Qu'est-ce que le réalistisque? Le réalistisque, c'est quelque chose qui nous est fourni par Ikea, d'où le nom un peu curieux. Et donc, comment ça fonctionne? Un réalistique, c'est une méthode LAGA qui veut dire cuire en suédois. Oui, je ne fais pas d'anglais, mais je fais du suédois. Désolé, vous n'êtes pas gagnant. Et donc, du coup, qui prend un talrik, c'est un plat, et un varaktiget, c'est une durée en suédois, qui dort pendant toute cette durée-là et qui, à la fin, va chercher dans son dictionnaire pour savoir à quel plat correspond un plat donné pendant une certaine durée. Et il nous fait faren varm talrik, ce qui veut dire fait un plat chaud. Donc, le plat chaud correspondant à ce qu'on a mis en entrée. Bon, donc on a cette méthode slip dedans, ce qui veut dire que notre test, où ici on va l'exécuter, il va prendre 50 minutes. On a dit au départ qu'on voulait avoir des tests rapides, donc c'est un peu gênant. C'est ces fameuses 50 minutes. Comme on est des gens malins, on s'est dit, tiens, mettons un mock. Plusieurs choses sur ce bloc de code. Déjà, il est gros, imposant, et on voit que le setup de ce test est assez compliqué. Déjà, on voit qu'on a un mock, donc on a le réalistique ici, c'est trop bien, qui retourne un talrik plus haut. Et donc on voit qu'on a un mock qui va nous retourner un mock. Je ne sais pas si vous avez déjà eu envie ou si vous avez déjà fait des mocks de doctrine ou d'un ORM.
En général, ça donne des choses un peu compliquées comme ça, avec des mocks qui retournent des mocks, qui retournent des mocks. C'est extrêmement pénible. Et ça pose un petit problème, en fait, parce qu'on moque quelque chose qu'on ne connaît pas, parce qu'on dépend d'IKEA. Donc un jour, en fait, ce qui s'est passé, je suis rentré chez moi, j'allais me faire un gratin, j'étais content. Pas de bol, composer update, breaking change. Et plutôt que faire une varm tallrik, ça va faire une carte tallrik. En suédois, ça veut dire faire un plat froid. Donc j'ai attendu 50 minutes et à la fin, j'ai sorti mon gratin. Et j'avais un gratin toujours aussi froid, ce qui n'était pas terrible. Malheureusement, j'avais un faux sentiment de sécurité parce que ce test avec mes mocks m'avait dit hey, c'est bon, c'est un gratin, t'as un four, t'as un réalistique, c'est parti, ça va passer, nickel. L'autre test, en revanche, celui qui dure 50 minutes, lui, il ne serait pas passé. Il serait rendu compte que j'avais un gratin ici à la place d'avoir un gratin croustillant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'avoir le meilleur des deux mondes? Déjà, on va essayer de remarquer quelque chose. On voit, c'est une obsession un peu, qu'on a un mismatch entre ce qu'on a dans le nom de notre test, dans la spécification métier, et dans notre exemple, on voit que d'un côté on parle de four et de réalistique, et si on regarde les mocks, on voit qu'on parle carrément de tallrik et de réalistique, donc c'est extrêmement curieux. Donc déjà, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est couper la dépendance au réalistique, donc à ce qui nous est fourni par IKEA, en introduisant une interface four avec le vocabulaire qui nous intéresse. Une fonction cuire, qui prend un plat et une durée. Ce qui fait que dans nos tests, déjà, on arrive à retrouver ce vocabulaire. Donc on a déjà fait un pas en avant assez intéressant. L'autre intérêt, c'est que ce setup de mock est quand même nettement plus simple que le précédent. On crée un four, on lui dit que s'il prend un gratin pendant 50 minutes, on a un gratin croustillant. Et que si on cuit notre gratin avec ce fameux four, on aura notre gratin croustillant. Du coup, on a un four hypothétique, c'est très bien, mais il va quand même nous falloir un vrai four pour faire tourner, pour être capable de faire cuire notre four, notre gratin. Pas de sens. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? On va créer une implémentation de four, de notre interface four. On va prendre le four de la cuisine, qui va encapsuler notre réalistique et donc qui va sortir tout le comportement qui est lié au réalistique. Ce qui veut dire que dans nos codes métiers, où jusque-là on avait du vocabulaire étranger à ce qu'on voulait, donc on parlait en suédois plutôt que de parler en français, alors que tout le reste du code est en français, ce qui est un sentiment extrêmement curieux. Du coup, tout ce comportement-là, en fait, on va être capable de l'extraire derrière. Et donc, ça veut dire que dans notre code métier, maintenant, on va être en mesure d'utiliser le vocabulaire qu'on connaît. Donc, d'utiliser un four pour faire cuire. Alors, ça c'est très bien, on a notre four hypothétique, on a notre véritable four. Donc, d'un côté, on s'assure que si on a un four hypothétique, donc notre interface four qu'on utilise pour notre gratin, on va être en mesure de faire cuire un gratin, ce qui est cool. On a notre véritable four, le four de la cuisine. On ne sait toujours pas s'il fonctionne ou pas. La seule manière de savoir s'il fonctionne ou pas, en fait, ça va être de l'utiliser, donc de faire un test en intégration, et donc d'instancier ce four de la cuisine avec le réalistique, et d'essayer de faire cuire quelque chose, si possible, qui prenne moins de temps qu'un gratin, histoire d'avoir des tests plus rapides. Et là, en l'occurrence, on va essayer de faire cuire du fromage de chèvre pendant 10 minutes pour avoir un chèvre chaud. Et donc, on a réussi à avoir le meilleur des deux mondes en ayant un test qui va s'exécuter en 10 minutes, plutôt que les 50 minutes, et avoir avoir des tests extrêmement rapides de l'autre côté avec des mocks. Donc on a coupé la dépendance ici entre les deux. De la même manière qu'on va éviter de dépendre de librairies qui ne sont pas à nous dans nos tests, et pareil dans le système, on va éviter dans notre code, pardon, parce que ça va être perdu. On va essayer de ne pas dépendre du système. Assez souvent, on dépend du système quand on gère du code qui est lié aux dates ou à des méthodes random, enfin, dès qu'on fait un appel système, en fait. Et c'est assez souvent aussi, quand en général, on abandonne, on ne teste pas, ou alors on essaye des techniques un peu tordues. En fait, une idée, ça peut être aussi de modifier un peu notre design. En l'occurrence, là, on veut savoir si une quiche, elle est consommable 2 jours après avoir été cuite. Et donc, comment c'est testé, en fait, enfin, comment fonctionne cette quiche? On va prendre une date de cuisson, on va l'ajouter 2 jours, et on va essayer de vérifier de voir par rapport à la date actuelle si elle est cuite ou non. Le problème, c'est que si on a fait notre quiche hier, aujourd'hui, elle peut être consommée. Si on attend 2 jours, notre test, le même test, il va échouer. Donc c'est pas du tout ce qu'on cherche à avoir des tests qui soient permanents dans le temps, avec toujours ce même résultat, quel que soit le moment où on va lancer notre test. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? On va essayer de couper la dépendance à notre système.
et donc en introduisant une classe horloge qui va nous donner la date actuelle, qu'on va pouvoir utiliser dans notre méthode. Donc on va l'injecter en fait à l'utilisation, et donc on va être en mesure de savoir de connaître la date actuelle. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir moquer le temps. À partir de là, maintenant, vu qu'on décide à quelle heure est censé s'exécuter le test, théoriquement, en fait, notre test va être, quelle que soit la date, que ce soit aujourd'hui, demain, après-demain, dans 100 ans, ou même dans le passé, à la rigueur, en fonction de quand on est, le test va s'exécuter. Une autre idée, ça peut être de contourner un peu le problème et de dire, en fait, pourquoi vouloir savoir uniquement si notre quiche peut être consommée maintenant, ou peut-être vouloir savoir si elle est consommable à une autre date. Et donc, on peut transformer un peu en injectant une date directement, ce qui fait un test beaucoup plus simple, parce qu'on n'a plus besoin de créer des mocks et tout, on peut directement injecter une date. Et ce test, pareil, va fonctionner dans tous les cas. Object Mother. Un plat de pâtes, il est bon s'il contient de la viande, du fromage et de la sauce. Et voici la recette des pâtes carbonara. Normalement, ok. Et donc, quel est le problème? Ce test, en fait, a un problème assez bête. Et si on s'intéresse à notre classe ingrédients, là, qu'on voit là, qu'on utilise 4 fois dans notre test et qu'on utilise sans doute à plein d'autres endroits dans d'autres tests, bah, elle contient pour le moment 2 paramètres. On contient un type et un nom. Donc, tout ça, c'est assez simple. Mais un jour, on va pouvoir se dire, hey, j'aimerais bien que nos ingrédients, on ait la date limite de consommation. Là, c'est la partie la moins fun en général quand on a pas mal de tests. Ça veut dire que tous les endroits où on a créé, où on a utilisé notre classe ingrédient, où on a le constructeur qui est fait, il va falloir les modifier pour rajouter ce paramètre. C'est pas agréable du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? En fait, ça va être d'utiliser un ingrédient Mother. Donc en fait, c'est une classe factory avec différentes factories qui va être capable de nous retourner un ingrédient de chaque type. Donc en l'occurrence, une viande, un légume, un fromage, une sauce, avec des dates. Ce qui veut dire que si on doit modifier, si on utilise plusieurs fois ces méthodes-là, on doit modifier qu'à un seul endroit en fait. Donc utiliser à cet endroit-là, modifier à cet endroit-là, plutôt qu'à tous les endroits. Donc on va pouvoir utiliser ces informations-là dans notre test, plutôt que la construction de l'objet. Donc on a réussi à casser la dépendance à notre construction de l'objet, ce qui est déjà intéressant. On peut pousser un peu plus loin en mettant des fonctions autour de nos méthodes, ce qui donne quelque chose d'extrêmement lisible et d'assez cool. En l'occurrence, du coup, on a un plat de pâtes avec un fromage, une viande, une sauce, un légume, ça se lit hyper bien, et c'est plutôt agréable. On voit aussi que du coup, on a un match avec le vocabulaire qui est dans nos tests. Ce qui veut dire que non seulement on a cassé la dépendance à la construction de notre objet, mais on a également permis d'enlever tous les détails qui étaient inutiles en fait. On ne parle plus de date limite de consommation, on ne parle plus du nom de notre ingrédient, on a juste l'information qui est utile à notre test, c'est de parler de fromage, de viande et de sauce. On peut être intéressé pour avoir un peu plus de flexibilité. Les factories nous retournent toujours le même objet. On peut sinon utiliser des builders. Comment ça se passe avec les builders? Les builders, là en l'occurrence, on veut voir si on dit que notre plat de pâtes n'est pas consommable s'il contient un ingrédient avec une DLC dépassée. Donc là, on voit qu'on a un plat de pâtes avec deux ingrédients et une date limite de consommation. On regarde s'il est consommable ou non. Déjà, on remarque qu'on a une fois de plus des détails inutiles. On parle du parmesan et du lardon alors que ça ne nous intéresse absolument pas. Tout ce qu'on veut, nous, c'est la date limite de consommation. Donc comment ça se passe les builders? Les builders, en fait, c'est des classes. C'est un des design patterns du Gang of Four. C'est une classe qui contient une méthode build qui va nous retourner notre ingrédient avec ses différentes propriétés, donc son nom et sa date limite de consommation. On va avoir différents setters pour être en mesure de setter ses propriétés. Donc un setter pour le nom et un setter pour la date limite de consommation. On voit qu'on n'utilise pas des sets et set nom et set DLC. On essaie d'avoir un vocabulaire plus parlant, ce qui fait que nos tests vont être agréables à lire aussi, tant qu'à faire. On voit aussi que nos setters retournent l'instance actuelle de notre builder. L'idée, c'est d'avoir de pouvoir avoir une interface fluente et de pouvoir chaîner nos différents appels les uns après les autres pour pouvoir construire des phrases en fait. Et comme on a envie de pouvoir être feignant derrière et de se permettre de ne pas appeler tous ces différents setters pour créer nos propriétés, on va avoir des propriétés par défaut. Comme ça, si on veut utiliser qu'une de nos propriétés, on peut setter cette propriété sans avoir à setter les autres. Ce qui veut dire, et comme on aime bien la lisibilité, avoir des trucs cool dans nos tests, on peut créer une fonction qui
encapsule la création de notre builder. Et donc derrière, on va être en mesure d'avoir quelque chose d'extrêmement lisible comme ça, en fait. Un ingrédient qui est nommé poisson pané et qui a une DLC pour le mois de janvier. Et donc si on appelle la méthode build, à la fin, on aura ce fameux poisson pané avec cette DLC qu'on pourra utiliser dans le test. Ce qui veut dire ici que on a supprimé les tags qui étaient inutiles. Déjà, on ne parle plus uniquement que de la DLC dans ce test, qui était la partie qui nous intéressait. On ne parle plus du parmesan ni des lardons, je crois. Et on voit aussi qu'on a réussi à se découpler de la construction de notre objet. Donc pareil, s'il y a des paramètres qui s'ajoutent dans la construction de notre ingrédient, on va être en mesure de pouvoir de pas avoir à modifier partout nos tests et à modifier uniquement dans la méthode build de notre builder. Un peu plus classique de PHP Unit, c'est l'utilisation de data provider. Là, ici, on a un plat, on essaie de s'assurer qu'un plat est végétarien ou non. Donc, si on regarde comment est constituée notre classe de test, on voit que là, en l'occurrence, on dit qu'un plat est végétarien s'il ne contient que de la salade, il est végétarien s'il ne contient que du fromage, mais il n'est pas végétarien s'il contient de la viande. Il y a un truc qui est un peu gênant avec cette classe de test, c'est qu'on a dit au départ qu'on essayait d'avoir des règles métiers. Et là, en l'occurrence, on a des exemples. Donc, on va essayer de revenir sur la règle métier telle qu'elle pourrait être exprimée par quelqu'un du métier et se départir de ces différents exemples. Si on s'intéresse un peu à nos tests, on voit qu'ils sont toujours setés de la même manière. Donc on crée un plat au début de chacun de nos exemples. Et ensuite, on va s'assurer on va vouloir vérifier s'il est végétarien ou non. Constante pour la lisibilité. Est végétarien ou n'est pas végétarien. Et donc on va pouvoir après utiliser un data provider. Qu'est-ce qu'un data provider? Un data provider, c'est une méthode qui est incluse dans notre classe de test, qui retourne un tableau de tableaux. Et donc, dans ce tableau, on va retrouver les différents paramètres qu'on va vouloir passer à notre méthode de test, la méthode qui contient notre spécification avec la règle métier. Donc là, en l'occurrence, on va vouloir lui passer un plat qui contient la salade en disant qu'il est végétarien, un plat avec du fromage qui est végétarien, et un plat avec de la viande qui n'est pas végétarien. Autre chose intéressante, astuce intéressante, c'est d'utiliser de décrire dans la clé du tableau l'exemple qu'on veut présenter. En fait, si on ne le fait pas, les data providers vont être... Si on ne le fait pas, le data provider va être... Oui, en cas d'échec, pardon, il va nous retourner les clés qu'il connaît, donc ça va être des clés numériques, et donc on va se retrouver avec l'exemple 42 à échouer, on va se retrouver à compter les lignes, ce qui n'est pas du tout agréable. Donc là, comme ça, il va nous dire que c'est l'exemple avec un plat de fromage et végétarien qui va nous être indiqué. Et donc, ce qui va nous permettre, du coup, d'utiliser Data Provider et d'avoir une classe, une méthode, est végétarien s'il ne contient que des ingrédients végétariens auxquels on va passer notre plat et s'il est végétarien ou non. Ce qui veut dire qu'on est passé au départ d'une classe avec plusieurs tests qui étaient en fait des exemples à une classe où on a notre règle métier qui est exprimée et donc on va pouvoir, à partir de ça, générer de la documentation. En conclusion, assurez-vous que vous testez ce que vous voulez tester. N'hésitez pas, on n'a pas l'air toujours très malin quand on le fait, mais à parler à voix haute dans le bureau et à dire ce que fait réellement votre test. Et vous voyez si ça matche bien avec ce que vous vouliez tester. Mettez les règles métiers dans le nom des tests. Exprimez les règles métiers dans le nom de test. Comme ça vous permet de générer de la documentation, de pouvoir voir avec les personnes métiers si c'est OK. Utilisez le même vocabulaire dans le nom du test et dans l'exemple. Donc ça va permettre de relier à la fois le test et le vocabulaire métier, donc le test et votre code, donc de le relier au vocabulaire métier. Pensez à bien ne pas coupler le test à l'implémentation pour pouvoir modifier votre code sans que vos tests échouent. Et écoutez les tests pour guider l'implémentation. Donc on a vu quelques exemples où les tests nous ont donné un retour sur notre code et donc nous ont permis d'essayer d'avancer et de l'améliorer. Pensez bien que la documentation, les tests et le design sont liés les uns avec les autres, que chacun nourrit l'autre en fait, que la documentation permet d'améliorer les tests, que les tests peuvent faire de la documentation, que vos tests vont vous aider à votre design en vous montrant les défauts du design et que le design, très bonne question, va vous indiquer si vos tests sont compliqués ou non. Cette flèche est... Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions... Merci.
Merci beaucoup. On a le temps pour quelques questions. Pas beaucoup, mais quelques. Donc, n'hésitez pas à lever la main et je vous passe le micro. Là. Et sinon, de toute façon, je suis dans le coin pendant 2 jours et si vous avez des exemples de tests rigolos, je suis toujours preneur. Ça s'amuse toujours. Bonjour. Bonjour. J'ai vu que vous utilisiez Prophecy, du coup. Pourquoi Ouais. pas utiliser le système de PHP Unit En fait, CreateMock. c'est une question de goût. Déjà, premièrement, je trouve que Prophecy est beaucoup plus clair que le système de mock de PHP Init. Et en fait, maintenant, Prophecy est dans PHP Init. Donc, du coup, je me prive plus. Et ouais, je dois dire que j'ai jamais trop aimé le système de mock de... Peut-être pas me faire des copains, mais de PHP Init et que j'utilisais Mockery, en fait, avant, plutôt que d'utiliser Prophecy. Mais c'est une question de goût. Après, c'est les goûts et les couleurs. Ouh. Ok. On a le temps encore pour une question, peut-être, si quelqu'un. Tout au loin. Salut. Alors, j'ai peut-être mal suivi, mais il me semble qu'au début, tu as dit que dans le nom de tes fonctions de test, tu évitais de mettre du conditionnel. Ouais. Et alors, je sais plus où, j'ai pas noté, excuse-moi, mais j'ai vu un moment, par exemple, tu dis un plat est bon s'il, enfin, tu dis est bon s'il, machin. C'est pas du conditionnel, ça? Voilà. Si. Ok. Faudrait qu'on trouve une meilleure tournure de phrase, tu m'as eu. Je sais pas, un plat est bon. C'était quoi? C'est un plat est bon si. Ouais, c'est ça. Un plat de pâtes. Ouais, alors je sais, tu m'embêtes. Je sais pas. Un bon plat de pâtes contient des sauces viande et fromage. C'est bon? Eh ben, merci beaucoup à Charles.